Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Hélène Binaghi, qui est coach spécialisée dans la confiance en soi et le burn-out. Je rigole parce qu'on vient d'en discuter avant. Et Hélène, bienvenue sur le Hopcast. Merci Thomas, merci à tous de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler autour de ces thématiques, la confiance en soi, du burn-out. On va essayer de la mettre en lien avec l'activité physique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à notre audience en disant ton parcours, tes spécialités, ta vision, etc. Ok, alors je vais essayer de faire ça en cours. Alors, au final, aujourd'hui, si j'en suis arrivée à accompagner les personnes principalement donc, sur le burn-out et la confiance en soi, c'est un petit peu parce que ça va résumer une grosse partie des expériences personnelles de ma vie, en tout cas d'une expérience qui a beaucoup impacté ma vie. C'est ce qui me permet aujourd'hui de donner beaucoup de sens en fait, à ce que je fais, puis d'avoir retrouvé ça. Donc, pour vous mettre un tout petit peu plus dans le contexte, j'ai débuté en fait ma carrière dans le monde bancaire, où j'ai fait 17 ans dans la gestion de fortune. J'ai fait une première reconversion professionnelle dans le monde du marketing, dans l'événementiel. Et puis, comme tout un chacun, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui a une vie toute fluide, sans épreuve. J'en ai quand même eu quelques-unes à mon actif déjà dans mon enfance. Et puis, au moment où je suis repartie dans ce monde de l'événementiel, c'était un peu la période où je me suis séparée. J'avais déjà fait auparavant, une dizaine d'années auparavant, une formation en tant que kinésiologue, où là, j'avais déjà ouvert un premier cabinet d'accompagnement, mais très, très soft, parce que je n'osais pas trop me lancer, puis c'était un peu le début. Voilà, puis il fallait être indépendante, puis il fallait sauter le pas, puis c'était un peu too much pour moi à ce moment-là. Et voilà. Et donc, en fait, je suis arrivée dans ce monde de l'événementiel, et là, c'était la période de ma séparation à titre personnel. Et j'avais toujours cette notion d'être une multipassionnée dans la vie, de m'impliquer à fond dans les choses, dans mon job. J'avais déjà un peu ce côté work addict qui était là. Et vraiment, avec la séparation, ça a été redoublé entre la quantité de travail, la quantité de charges que j'avais, les enfants à gérer. Et j'ai plongé à fond dedans. J'ai travaillé, je pense, en partie un peu pour aussi oublier mon quotidien. Okay. Et ça a été jusqu'à une énorme dégringolade qui a eu lieu en 2019, où là, j'ai fait un gros burn-out avec un gros clash. Donc, je l'ai testé sur toutes les phases, dont je pense qu'on discutera tout à l'heure, un petit peu les phases du burn-out. Mais voilà, le gros clash. Et j'ai galéré comme une malade pour m'en sortir. Parce que j'ai voulu utiliser d'abord les méthodes standards, médecin, psychologue, psychiatre, j'ai fait la totale. Et en fait, j'avais pas de solution concrète. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré un premier coach de vie, un deuxième. Et en fait, là, ça m'a apporté quelque chose de très, très concret qui m'a permis d'aider. Et j'ai expérimenté, en fait, énormément de choses pour me reconvertir. Et dans ce que j'ai expérimenté, et c'est là où on va faire peut-être un lien avec le sport, clairement, c'est que je suis partie faire le tour du Mont Blanc à pied avec mon sac à dos, alors que j'avais zéro expérience sportive et que, en gros, la balade que j'ai faite la plus longue devait être de 5 heures en montagne. Okay. Donc, on était un peu là, donc voilà. Mais je suis partie faire ce tour du Mont Blanc, puis ça m'a permis de me retrouver. Et puis, suite à ça, ça a ouvert la porte où j'ai décidé de vouloir faire quelque chose de cette expérience et d'aller me former au coaching, parce que c'était la méthode qui m'avait aidée, de me former à la programmation neurolinguistique, la PNL, pour changer les programmes en quelque sorte, les mécanismes du cerveau, et puis à la communication non violente pour apprendre aussi à verbaliser le non, à s'affirmer, à dire les choses à son chef qu'on n'a pas envie de dire. Okay. Et en fait, tout ça a constitué que j'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire dans ma vie ? De l'accompagnement spécialisé là-dedans. Voilà, en quelque sorte. Joli parcours. Et après, je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou comme ça, mais peut-être ça peut toucher certaines personnes par rapport à ton enfance. Tu as dit que tu avais vécu des choses aussi dans ton enfance. Si c'est un sujet qu'il ne faut pas parler ici, on n'en parle pas et on passe à la suite. On peut en parler, mes parents n'écouteront pas le podcast. Non, je rigole, il n'y a pas que ça. Non, il y a eu plusieurs épreuves réellement dans l'enfance. Il y a eu vraiment, j'ai envie de dire j'ai pas envie de mettre trop de pression, mais il y a eu beaucoup de mécanismes qui sont liés à l'éducation au final et qui reviendront toujours. Il y a eu
un moment donné où j'ai dû prendre des responsabilités qui n'appartenaient peut-être pas seulement à un enfant. Il y a eu des agressions en fait externes aussi qui ont vraiment eu lieu. Il y a eu passablement de petites choses qui individuellement me semblaient avoir assez peu d'importance. Il y a eu par ailleurs une déclaration qu'à un moment donné, à l'âge de 19 ans, m'a annoncé une maladie incurable et puis qu'on m'a annoncé que je ne vivrais pas jusqu'à 30 ans, alors que je suis encore en vie, donc tout va bien. Mais il y a aussi tout ce côté médical, en fait, où on essaye de temps en temps de nous faire rentrer dans un moule. Et en fait, moi, je suis intimement persuadée qu'on n'est pas qu'un moule et il n'y a pas une méthode pour une personne, il y a des multi-méthodes et puis chacun a sa propre méthode. Puis c'est un peu ça que ça m'a permis de développer, puis un peu de résilience malgré tout. Ouais, je pense. Voilà. Ok, merci. Et par rapport, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec le burn-out. Ouais. Quels sont les signes avant-coureurs d'un burn-out? Alors, déjà, il faut juste savoir que le burn-out, il a 4 phases. Il a une première phase d'alarme. Ça veut dire que là, ça va être des signes qui vont beaucoup être physiques, qui souvent passent complètement inaperçus. Des maux de ventre, des maux de tête, des difficultés gastriques, je vais y arriver. On va avoir peut-être des premiers oublis à ce moment-là, des tensions. Puis en fait, on va souvent faire passer toutes ces petites douleurs sur le commun des mortels, quoi. J'ai la grippe souvent, j'ai beaucoup de rhume. Voilà. Et je crois qu'il faut se rappeler que déjà là, bien sûr qu'on peut attraper des microbes et puis qu'on peut être malade, mais quand ça commence à devenir récurrent, c'est vraiment déjà un signe du corps qu'il subit une pression, que ce soit professionnelle ou personnelle ou autre, mais qu'il a déjà un désalignement, ce qui va réagir. Donc en général, cette première phase, elle passe très inaperçue, les gens ne la voient pas trop, ça devient presque même normal d'avoir mal à la tête ou mal au ventre, quoi. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase en fait, où la personne, elle ne va plus rien sentir. Ça veut dire que tout va se taire, tous les signes vont se taire, ça va durer, ça peut durer 6 mois, une année et demie, ça peut... vraiment une certaine durée, où là, il n'y a plus aucun signe, avant ce qu'on appelle la phase de rupture, qui va être cette phase où il y aura toujours ces signes physiques qui vont s'amplifier, qui vont revenir et s'amplifier, et qui, en parallèle à ces signes physiques, il y aura des signes émotionnels, donc de l'irritabilité, de temps en temps un peu besoin de se replier sur soi, de voir au niveau relationnel, de voir moins de personnes, de s'isoler. C'est là où on va commencer à dire non aux invitations. La fatigue aussi. Alors la fatigue, oui, alors ça va être dans les signes aussi physiques. Voilà, les signes au niveau de la fatigue, l'épuisement, ce sentiment de ne pas voir le bout des choses, de jamais voir la fin de la liste des choses qu'il y a à faire, se sentir beaucoup plus flexible, sensible à ce qui se passe à l'environnement, ou alors complètement le contraire, de se distancer de tout. Okay. Comme si on se retrouve, plus rien nous touche. Voilà. C'est dans cette période-là, en fait, où tous ces petits signes, que ça va être les difficultés de concentration, les oublis, j'ai pas pris mon téléphone ce matin, j'ai oublié on m'a dit quelque chose à la cafette, mais j'ai changé de bureau, puis j'ai plus... Enfin, tous ces signes-là, c'est une accumulation de signes, et plus il y en a, plus on se rapproche du clash, en fait, final. Et le risque, c'est que très souvent, les burn-out vont commencer à être détectés là. Et un des signes que je dirais qu'il faut peut-être avoir en conscience, c'est quand les gens autour de nous commencent à dire « là, tu deviens irritable, tu deviens insupportable, tu deviens fatigué, t'es fatigué », c'est peut-être le premier signe, parce que souvent, nous, on ne veut pas le voir, mais c'est le premier signe de se dire là, ça cloche vraiment. J'allais dire, c'est très dur quand on a la tête dans le guidon un peu de reconnaître peut-être ces signes. Donc, tu penses que ça va surtout venir un peu de l'extérieur, faut être sensible. Ah, mais bon, on est dans une phase où c'est pas facile d'être sensible à tout ça, mais... Il faut écouter sa femme et son mari, son conjoint, son ami, ses enfants qui disent là, tu es en train de déconner. Parce qu'ils le disent. Au final, dans la majeure partie des cas, ils le disent. Ce sentiment de plus y arriver, en fait, de voir s'accumuler et de ne pas avoir une fin au tunnel. Voilà, quand on commence à se dire des petites phrases comme ouais, ça va aller, j'ai bientôt les vacances. Ok, après les vacances, ça ira mieux. C'est des mauvaises phrases, en fait. Les vacances, en fait, il faudrait pas y arriver en étant épuisé. En fait. Sinon, elles ne suffisent pas pour se rétablir.
Puis du coup, on arrive à ces signes. Puis après, dès qu'il y a, malheureusement, certains, ça passe à la rupture. Et comment ça se manifeste? Après, le clash, ça peut être différent, je pense, chez chaque personne. Mais... Ça peut être différent pour chaque personne. Alors moi, ça a été dans un aéroport à Dublin où j'ai plus su comment je m'appelais. J'arrivais plus à parler anglais alors que je parlais correctement l'anglais sur un événement. D'autres personnes, là j'ai quelqu'un où dernièrement c'est en voiture, le trou noir en voiture, dû s'arrêter sur une station-service, quelqu'un qui pleurait jamais et puis qui se retrouve en larmes sur une station-service à pas comprendre. Ça peut être, alors ça peut aller au plus fatal, hein, des accidents de voiture ou autres, mais après souvent les gens ont une description d'écran d'ordinateur qui s'éteint, comme si l'ordinateur fait un shutdown. Mais là on a déjà tapé. Voilà. Non, on s'arrête avant, par pitié, s'il vous plaît. On s'arrête avant. De tout mettre les chances de notre côté pour éviter d'arriver à cette étape-là. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que si on est arrivé à cette étape-là, que c'est entre guillemets fini. Il y a toujours quelque chose à faire et puis à mettre en œuvre pour remonter cette pente, quoi. Ouais, et dans le concret des accompagnements, je peux quand même remarquer, et je ne vais pas encourager à aller jusqu'à ce clash-là, mais je peux quand même remarquer que les gens qui ont vécu le clash peuvent remonter tout aussi vite, voire plus vite que quelqu'un qui s'arrête juste à la phase d'avant. Okay. Parce que le clash est tellement violent qu'on est obligé de s'arrêter. Alors, il n'y a plus le choix de s'arrêter, ça c'est certain. Après, ça va être la rapidité à laquelle ils vont se remettre en mouvement qui va changer de l'accélération puis de la prise en charge. Mais ce qui se passe, c'est que quand on veut continuer encore à travailler puis qu'on veut essayer de ralentir, c'est un petit peu comme si on appuie sur l'accélérateur et puis le frein en même temps. Donc, ouais, puis de temps en temps, il n'y a pas la prise de conscience qui permet de se dire waouh, là, il ne faut plus déconner. Ouais. Puis quels sont les principaux facteurs qui contribuent à ce burn-out? Alors, il y a vraiment des facteurs internes et externes. Donc, si on commence par les externes, je pense qu'on vit dans un monde où il y a toujours de plus en plus de pression, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit donnée par la hiérarchie, par le travail. Il ne faut pas oublier que je pense qu'on vit aujourd'hui dans un monde où c'est compliqué pour l'individu, cette pression, mais elle est compliquée aussi pour les entreprises. Je ne veux pas les excuser, mais les clients veulent toujours plus, le plus rapidement possible. C'est pas normal d'attendre 48 heures pour avoir un carton à la maison. C'est un peu la même chose. Ça se reproduit en fait jusqu'à l'individu. Donc il y a cette pression extérieure, il y a la quantité de charge de travail. Le premier facteur du burn-out, il faut savoir que c'est les interruptions de travail. On l'ignore tellement souvent. Okay. Mais c'est nos copains, les notifications sur l'iPhone, le collègue qui vient poser des questions, les petites interruptions. Les sollicitations un peu de tous les côtés, quoi. Exactement. Les meetings posés n'importe comment, le phénomène de ne pas avoir le temps de se poser sur une tâche et puis de la continuer jusqu'à la fin, où on est tout le temps interrompu par un petit bruit, par une petite chose. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est devenu le commun de nos mortels pour nous. Mais en fait, c'est vraiment ce qui épuise énormément le corps et le cerveau. Puis en même temps, je trouve qu'on est moins productif aussi parce qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur les tâches. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on aurait ce temps-là pour se concentrer sur la tâche, mais par contre, vu ces interruptions fréquentes, on doit chaque fois reprendre du temps pour se replonger dedans. Enfin, ça, c'est des petites astuces de productivité, de se couper, de mettre les notifications. En plus, on peut gérer un peu les notifications maintenant sur ces téléphones, où on peut gérer que même s'il y a des urgences, les contacts qu'on a envie qui peuvent nous atteindre, on peut le faire. Mais autrement, de couper complètement toutes les autres notifications. Une chose que je dois travailler dessus. Ouais, alors je pense qu'on doit tous travailler dessus, puis en même temps, ça va toucher d'autres choses. Et là, on va peut-être rebondir juste un peu, je reviendrai peut-être sur les facteurs externes après, mais sur les facteurs internes, c'est qu'au final, de ne pas répondre à quelqu'un, par exemple, pour quelqu'un qui va être empathique et que c'est important d'aider l'autre, c'est compliqué parce que ça va aussi challenger cette partie-là de la personne en disant je vais laisser mon collègue 20 minutes sans lui répondre pour pouvoir terminer ma tâche, mais qui je suis pour faire ça, je ne peux pas aider. Enfin, il y a beaucoup de choses à l'interne qui se jouent. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus d'attendre, en fait, pour avoir une réponse. À l'époque, j'ai rigolé dernièrement parce que j'ai fait un article en disant c'était quand même bien l'époque où on n'avait pas de téléphone portable parce que en fait c'était bien de pouvoir appeler, mais quand il y avait que le téléphone fixe, les gens appelaient moins, puis quand on n'était pas là, on n'était pas au courant. C'est vrai. Donc il y a quand même ces côtés-là.
Après, donc, si on rebondit si on revient sur les facteurs externes, donc il y a tous ces facteurs-là, il y a ces facteurs de pression de l'entreprise, des conflits en entreprise, des conflits avec les collègues. Tout ça, ça va rajouter de la charge mentale et ça va rajouter en fait de la pression, de la tension sur les gens. Puis, en plus de ça, il y a nos mécanismes à nous, donc nos mécanismes internes qui vont beaucoup jouer. Alors, autant dans les facteurs externes que dans les facteurs internes, il y en a des milliers, donc je vais juste essayer d'en parler de moins, mais peut-être un peu plus. J'ai 5 drivers que j'aime bien travailler dans les accompagnements pour vérifier avec les gens lequel ils ont. C'est le soi parfait, ce besoin de faire son maximum et de rendre du travail, si possible, parfait tout le temps. Celui-là, il amène droit dans un mur. Que ça soit à titre privé ou professionnel, le perfectionnisme n'apporte pas la rentabilité pour un chef d'entreprise, pour une entreprise, mais il rassure et il permet de se calmer. Oui, j'ai bien fait les choses, c'est bon, j'aurai pas d'ennui. Ça va permettre d'avoir ce sentiment de contrôler. Mais par contre, à défaut, on ne s'en rend pas compte, mais il augmente vraiment le niveau d'anxiété qui est à l'intérieur de soi. Donc si là j'ai déjà un mini conseil, c'est de temps en temps de se dire on fait juste les choses 10% de moins que ce qu'on fait d'habitude, ça permet déjà d'alléger un tout petit peu. Il y a le sois fort, cette volonté de toujours vouloir être fort, oui je peux y arriver, puis de ne pas vouloir montrer de vulnérabilité, pas vouloir montrer de moments de faiblesse, vraiment ça fait creuser aussi, c'est qu'en fait c'est aussi celui-là qui va faire que quand on a dépassé nos limites, les limites de notre corps, en fait on va continuer. Notre corps a déjà crié, il dit qu'il n'en peut plus, il fait par exemple des crises d'angoisse et puis on continue. Okay. Voilà. Il y a le dépêche-toi. Voilà. J'étais très longtemps une maman qui, je pense que le mot que j'ai dit le plus à mes enfants, c'est vite. Dans chaque phrase, il y avait un vite. Mets vite tes chaussures, fais vite ça. Génial. Voilà. Il fallait tout faire vite et le maximum en le minimum de temps. Voilà. Ça va avoir un mécanisme aussi donc, sur le burn-out. Sois gentil. Voilà, en tant que parent ou autre, dis bonjour à grand-maman, sois gentil, fais-lui un bisou, fais ça, fais ci, fais ça. Tu sais, ça ferait plaisir à maman si tu faisais ça. C'est super, c'est génial, ça motive les enfants à faire. Mais à terme, c'est aussi un message qu'on communique sans le vouloir et on ne culpabilise pas pour ça si on le fait. On corrige, mais on ne culpabilise pas. C'est aussi un message qu'on fait de faire passer l'autre avant soi-même. Okay. Voilà. Donc, j'ai celui-là, le dernier. Il reviendra plus tard. Il reviendra plus tard ou pas. Voilà. Et c'est marrant parce que tous les points que tu as énumérés là, c'est quand même des choses qu'on cherche à tendre vers quand même. Mais c'est-à-dire que tu dis il ne faut pas que ça aille trop vers l'extrême du top. Toujours vouloir être un peu au top, en fait, dans tous les aspects que tu viens de citer. C'est un peu ça. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, il faut pas oublier qu'en fait, il y a des teintes, j'ai envie de dire. Entre être ultra perfectionniste, être parfait, et puis être laxiste, il y a 10 000 pas. Donc, être laxiste, en fait, on a souvent cette tendance à voir le noir ou le blanc, mais au final, on est un nuancier. Donc, bien faire son travail, c'est top. Mais si on se reconfronte peut-être à une réalité, c'est de temps en temps quand on est face à un collègue ou face à quelqu'un qui est tout le temps parfait et qui fait tout parfaitement, il n'y a rien de plus agaçant. En fait, on n'a même pas envie d'être en contact avec cette personne-là parce que ça nous donne un sentiment d'être complètement nul. Donc, pourquoi est-ce qu'on tend à être comme ça ? Ouais, effectivement. Ouais, après, là, on se compare aussi. Et c'est pas forcément bien de se comparer. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est pas l'idée de se comparer naturellement, mais au final, c'est vraiment ce côté de se dire, quand on se retrouve face à quelqu'un, ça a quand même souvent un effet répulsif, quoi. Enfin, moi, j'entends, je revois des collègues qui me disent, je fais même pas ce rapport-là parce que de toute façon, tu le fais mieux que moi. Okay. Ouais, mais stop, quoi. Je veux dire, il y a aussi ce côté-là où derrière, ça donne aussi l'impression à une autre personne que, en fait, on s'en rend pas compte, mais que ça va pas vouloir le faire. Mais il faut comprendre que si on le fait, et si on tend à être parfait,
c'est qu'on tend aussi à être accepté, à être reconnu, à être entendu face à la société. Mais si tu fais bien ton travail, tu garderas ton job. Derrière, si tu fais bien ton travail, on va te récompenser. Enfin, on te dira que tu as bien fait. Alors qu'au final, on manque souvent de reconnaissance dans l'entreprise. Donc, de temps en temps, ça manque un peu. Donc, tout à fait. Ça n'apporte pas. Pas dire uniquement quand ça va pas, mais dire aussi quand ça va bien. Ouais, alors ça serait l'idéal. Quels sont tes conseils pour aider quelqu'un qui souffre déjà de burn-out ou qui est dans les prémices d'un burn-out? Le premier conseil que je dirais, c'est d'en parler et de demander de l'aide. C'est vraiment ça. Une personne qui est en burn-out, elle ne veut jamais s'arrêter. C'est pas possible pour elle, c'est pas envisageable. Donc déjà, si je peux donner un conseil à l'entourage, c'est de ne pas essayer de forcer et essayer juste de comprendre. Elle ne peut pas, déjà pour l'entourage. Pour la personne qui est en burn-out, c'est vraiment déjà d'en parler, de se poser par rapport à ça, de mettre des sessions d'évacuation, en fait, de tension. C'est là où on peut revenir déjà avec le sport, de reprivilégier en fait l'activité physique, parce que l'activité physique va permettre en fait déjà de diminuer les tensions du corps. Entre autres, on voit qu'il y a beaucoup plus de burn-out depuis qu'on a des métiers qui sont de plus en plus sédentaires. Parce qu'on va réfléchir de plus en plus, on va penser de plus en plus, et en fait, on va accumuler les tensions sur le corps. Donc, par exemple, un maçon fera moins souvent un burn-out que quelqu'un qui travaille au bureau. Ouais, quelqu'un qui travaille dans un bureau, non pas parce qu'il n'a pas de pression et qu'il ne doit pas construire une maison de plus en plus vite, parce que jusqu'à nouvel avis, on n'accorde pas 2 ans pour construire des maisons, on accélère aussi le temps chez eux, mais parce qu'il va porter des charges lourdes toute la journée et qu'en fait, il va évacuer ses tensions à travers son corps. Donc, d'essayer de remettre déjà du sport dessus, de ne pas penser que, en fait, dans les conseils, de ne pas penser que, en fait, une fois que la personne sera reposée, ça ira mieux. Parce qu'on a souvent tendance à dire, oui, je suis épuisée, j'en peux plus, je me pose sur mon canapé, en fait, ça va aller mieux. Mais moins on bouge, moins on aura d'énergie. Plus on passe de temps sur son canapé, plus on rumine. Plus on descend notre niveau d'énergie, plus c'est compliqué de retourner au travail, plus on angoisse, plus on perd en... Alors toi, tu vas dire, tu vois, pour le physique, tu perds en motricité. En fait, on va perdre en motricité intellectuelle aussi. Parce que moins on enclenche notre cerveau, plus ça va être compliqué de le remettre en action. On est dans une spirale négative, quoi. On est complètement dans une spirale négative et on est même dans une spirale d'anxiété qui va augmenter. Parce que... Pour un exemple concret, on est en arrêt maladie. Le premier jour, c'est compliqué de le dire, puis je suis en arrêt maladie. Après, pendant la première semaine, on peut se dire j'ai une grippe. Après 3 semaines, on peut se dire ah mince, qu'est-ce que je vais dire à mon chef. Après 1 mois, qu'est-ce que je vais dire pour y retourner. Après 2 mois, mon Dieu, qu'est-ce que je vais retrouver. Puis après 6 mois, si on n'a pas recommencé, en fait, à chaque fois, l'anxiété d'y retourner, elle augmente. Donc c'est vraiment de prendre conscience que chaque minute, peut-être pas chaque minute, mais chaque jour est compté. Et plus on va prendre en charge rapidement son burn-out, plus on peut retourner rapidement dans une vie active avec le moins de conséquences possibles. On dit qu'après 6 mois, en général, quelqu'un qui est en burn-out, après 6 mois, part en dépression chronique. Donc, voilà. Donc, je peux que encourager à se faire aider le plus rapidement possible. Dès les premiers signaux. Dès les premiers signaux, oui. Et puis, en fait, au niveau... Enfin, moi, je le vois dans les accompagnements, au niveau timing. Oui, la personne est épuisée, elle a besoin de se reposer. Mais la phase de repos, elle va durer 1 semaine, 2 semaines maxi. Et puis, c'est surtout de la régularisation du sommeil. Si toute la journée, on ne bouge pas... Alors, je sais qu'on a 0 énergie, c'est pas la question, mais si on ne bouge pas toute la journée, le soir, on n'est pas assez fatigué pour dormir. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de prendre un rythme de sommeil, de comprendre ce qui empêche de dormir, parce que souvent, il y a des grosses insomnies. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui va empêcher, mais c'est aussi de comprendre que dans la journée, on va devoir fatiguer un tout petit peu ce corps. Et c'est là où vraiment le sport peut avoir une grosse importance. Parce que je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais... si on regarde, en fait, on a 3 manières d'évacuer les tensions.
c'est à travers l'activité physique, c'est à travers l'expiration finalement, parce qu'on parle souvent de respiration, mais c'est l'expiration. Et naturellement, quand on est agacé, on fait quoi? On souffle, finalement, ou on s'agite. Et puis la troisième manière d'évacuer en fait le stress, c'est avec la voix. Donc pourquoi quand on est tendu, on hurle sur son voisin, sur son enfant, sur quelqu'un d'autre? C'est simplement parce que c'est la manière d'extérioriser. Donc les trois manières d'évacuer les tensions des corps, ça va passer par la voix, par les expirations et par l'activité physique. Moi, je te rejoins totalement. Et c'est clair, le mouvement, on sait toutes les vertus que ça a, non seulement sur le corps, mais aussi sur la tête. Donc, important, effectivement, c'est contre-intuitif de se dire je vais aller me mettre en mouvement alors que j'aurais besoin de me reposer, entre guillemets. Mais le fait de se dépenser, on va gagner en énergie. Et après, ça va être plus, j'ai envie de dire, de la meilleure fatigue que simplement de la fatigue parce qu'on n'a rien fait et puis qu'en fait on se sent mal aussi d'avoir rien fait. Et puis là on parle même de mouvement en général, on va même pas parler forcément de sport. Après c'est clair, c'est un plus et je vais pas dire le contraire que si on amène du sport santé, d'amener du renforcement musculaire et tout, ça va aussi aider sur ce côté-là. Et puis mais simplement de se mettre en mouvement, c'est-à-dire commencer, c'est sortir de chez soi et puis aller marcher, déjà première étape, simplement marcher ou faire des activités chez soi. Mais bon, après des fois de prendre l'air c'est encore un plus, on va dire. Après sur la respiration, je te rejoins aussi totalement. Ça vraiment c'est un super pouvoir qu'on a et que à mon avis on met pas assez d'accent dessus. Et simplement le fait déjà d'apprendre un peu à respirer correctement, puis à expirer, du coup tu parlais d'expiration, mais on est obligé d'inspirer avant d'expirer. Mais par exemple, simplement de la cohérence cardiaque, par exemple, d'essayer ou j'ai envie de dire, si on se concentre sur l'expiration, c'est d'essayer d'allonger l'expiration. Donc inspirer, essayer d'inspirer par le nez aussi, c'est notre premier organe pour la respiration. Donc vraiment inspirer par le nez, puis après d'allonger l'expiration. Après, on peut trouver plein de choses déjà sur Internet à ce sujet-là, mais effectivement, c'est déjà par rapport au mouvement, on va dire de manière générale, c'est deux choses qui sont hyper importantes, quoi. Ouais. Donc là, je te rejoins totalement là-dessus. Si je rebondis sur ce que tu disais sur l'expiration, en fait, c'est pas que la respiration est pas OK, parce qu'en fait, la respiration, tout le reste du temps, je vais encourager à la cohésion cardiaque ou à d'autres types de respiration quand je suis en accompagnement. Mais quand on est stressé, en fait, on met notre mécanisme sur en fait, les respirations très courtes, en fait, où on inspire beaucoup, comme si on allait faire un sprint, et que, en fait, on va mettre beaucoup trop d'oxygène dans notre corps, en inspirant plus souvent et en oubliant d'expirer. Et du coup, on fatigue notre corps qui doit beaucoup plus travailler pour évacuer, en fait, le CO2 et tout ce qu'on a engorgé. Donc, ça va vraiment là-dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai que déjà rien que commencer sa journée ou la finir ou même pendant la journée ou si on sent des phases tout d'un coup de monter un peu en stress ou anxiété, et simplement prendre du temps pour respirer un peu, ça peut déjà aider, mais c'est un peu con comme conseil, mais c'est la vérité. Ah mais mais en fait tout est, enfin le corps, quand on accompagne, on remarque quand même que en fait notre corps, nos cellules, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'eau pour vivre, elles ont besoin d'air, et puis la dernière chose, de nutriments. Donc si on ne les nourrit pas là-dedans de manière saine, et ça a un impact aussi sur le burn-out. Une des choses qu'on peut voir dans les symptômes, c'est qu'en très souvent, ça va générer des addictions au sucre ou des choses comme ça. Ça vient, en fait, on change le mécanisme, on donne moins de bons aliments à notre corps et du coup, on le fatigue encore plus pour éliminer. Et ça, c'est les moyens que notre corps a vraiment de pouvoir fonctionner. Et après, c'est dans la manière dont il va évacuer le surplus et ce qui ne va pas. Donc, ouais. J'aime bien dire des fois de se concentrer sur les bases déjà. Parce des fois, mais on est aussi fautif, on va dire, de manière, tous ceux qu'on accompagne, des fois on a l'impression qu'on va compliquer les choses, puis au final, certaines choses ne sont pas si compliquées que ça. Mais on oublie les bases, on cherche les trucs à la mode et tout, mais en fait, si on se concentre, on est régulier sur les bases, ça a des effets incroyables. C'est complet. Oui, et puis, si on est juste connecté à soi aussi, à ce dont on a besoin, en fait, tout est juste, parce que dès qu'on ressent ses besoins, on est OK, quoi. Je veux dire, on peut avancer dans la vie, toutes les infos qu'on reçoit, même le moment où on est agacé par quelqu'un, c'est juste un signe que, en fait, on doit réguler quelque chose qui n'est pas juste pour nous à cet instant-là. Et c'est pas, y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. C'est souvent ce qu'on en fait. On va garder à l'intérieur toutes nos émotions pour pas qu'elles s'évacuent.
parce que c'est pas bien, hein. Il faut pas oublier, hein, dans le monde de la société d'aujourd'hui, c'est pas bien d'avoir des émotions. Alors, je suis absolument contre, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi pour cette pression qu'on va se mettre de la société pour rentrer dans le cadre qu'au final, après, on a tendance à s'oublier aussi, prendre le risque d'avoir des problèmes de santé physique ou mentale, si on parle du burn-out. Donc aussi parler, comme tu as dit, de parler, d'externaliser, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, d'extérioriser, en tout cas. Ouais. Je suis pas très bon dans ça. Mais en gros, être simplement parler, puis oser dire à ses proches, à son conjointe, de dire, là, ça va peut-être moins bien. D'oser dire, exprimer ses émotions un peu. Je pense que, comme tu dis, on n'ose pas trop. Enfin, je généralise un petit peu, et pas tout le monde est comme ça, mais d'oser le faire. Ouais, enfin, il y a vraiment s'autoriser à pas être parfait, s'autoriser à avoir envie de certaines choses, à pouvoir le dire, puis après oser passer à l'action. Bon, il y a ces deux phases-là qui, pour moi, sont importantes. On porte énormément d'intérêt au regard extérieur, à ce que vont dire les gens, à ce que vont penser les gens. Mais au final, est-ce que ce que les gens pensent, c'est plus important que ce qui est juste pour nous? Pour moi, on arrive encore beaucoup trop dans le monde d'aujourd'hui à des moments où on réalise que notre vie, elle est importante quand il y a quelque chose de grave qui arrive. Et au final, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose que la vie, elle doit être la joie, on peut l'avoir tous les jours avec les petites choses et qu'on n'a pas besoin d'avoir des grandes choses dans la vie pour pouvoir être bien. C'est vrai, puis des fois, on se fait un peu du souci voir des petites choses, on se prend la tête sur les petites choses, puis je trouve une des meilleures expériences, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on a vécu par exemple le décès d'un proche, vraiment très proche, là on se dit au final, est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour certaines choses. Ouais, j'ai une question que j'aime bien poser de temps en temps à mes coachés quand ils arrivent avec des petites choses de la vie, enfin des petites choses qui sont des grosses choses à ce moment-là et des gros problèmes, en disant, même quand on va parler de ses enfants ou autres, dans 6 mois, quel impact sera encore dans ta vie, ou dans une année, à quel point tu penseras encore à ce problème-là. Quand on est en train d'essayer de résoudre un problème de comment on va amener sa voiture chez le garage et puis que ça nous prend la tête depuis 2 jours, mais dans 6 mois, comment tu te rappelleras que tu devais amener ou d'autres choses. Ça permet aussi de temps en temps de relativiser un peu et puis prendre du recul. C'est pas faux. Si on revient juste sur l'activité physique, et si on a déjà pas mal abordé le sujet, mais si tu verrais des compléments un peu comment l'activité physique pourrait aider à même prévenir le burn-out ou le traiter une fois qu'il est là. Alors déjà des signes pour des personnes qui sont sportives au départ. C'est qu'un signe quand la personne est sportive et qu'elle arrête de faire de l'activité physique pour des raisons personnelles ou professionnelles, ça veut déjà dire que c'est un signe qu'elle est en état de stress intense. Donc pour les sportifs, c'est déjà le signe, c'est qu'en général, ils arrêtent le sport à ce moment-là. Donc là, tu parles des sportifs de plus haut niveau ou sportifs Non, quelqu'un qui irait par exemple faire du sport 2-3 fois par semaine, qui aille en salle ou ailleurs, et en fin de compte, le jour où il commence à arrêter d'aller en salle parce qu'il doit travailler, c'est déjà un assez mauvais signe. Ça veut dire qu'il fait passer son travail avant sa santé. Donc c'est déjà un signe que là, il y a peut-être danger en fait. Pour quelqu'un comme moi qui n'était absolument pas sportive et qui ne le suis toujours pas à l'extrême, on est bien d'accord, j'ai envie de dire, ce qui est compliqué, c'est que si on n'a jamais fait de sport, c'est de comprendre les avantages que ça va nous amener. Puis de comprendre qu'est-ce que ça va nous apporter réellement, parce qu'on ne connaît pas au final. Et dans ce cas-là, alors, on peut bien sûr faire confiance à la science et à toutes les études qui ont été faites que le sport va aider. Mais ça peut être aussi de se poser la question, dans 6 mois, dans une année, quels seront les bienfaits que j'aurai pour moi, ma santé, d'aller faire de l'activité physique. Voilà. De trouver une réelle motivation.
Moi, pendant longtemps, je me suis inscrite, mais c'était l'idée de perdre 4 kilos ou 5 kilos, et puis de me dire, OK, je vais perdre 5 kilos, mais en fait, le mal-être de ne pas avoir mes 5 kilos, d'avoir 5 kilos de trop, il n'était pas assez important pour que ça me motive à continuer. Donc, c'est de trouver la vraie motivation. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui adore le challenge. Ma vraie motivation, je la trouve en me lançant des challenges. Donc, ça a été le Tour du Mont Blanc. Il y a eu ça, mais le prochain, j'ai déjà une idée dans la tête, et du coup, ça m'oblige à me forcer à continuer le sport parce que j'ai un vrai objectif derrière. Donc, c'est d'essayer de mettre un vrai objectif pour pouvoir avoir la force de continuer. Et c'est pas obligé d'être le Mont Blanc. Hein, ça non, peut... c'est ça. Déjà, rien que des bienfaits pour sa santé, déjà, c'est déjà un objectif. Complet. Mais pour avoir la motivation des bienfaits pour sa santé, il faut vraiment prendre conscience à quel point... en fait, c'est pas toujours évident parce que c'est un peu comme l'histoire du régime. Quand on ne sait pas comment sera notre vie après, voilà. Moi, il a fallu que j'arrive maintenant, pour être régulière, à me dire quelque chose du genre je veux faire de nouveau un truc un peu extrême. Je veux faire Chamonix-Zermatt en peau de phoque, alors que je suis absolument nulle en peau de phoque, mais bon, passons, ça c'est un autre détail. C'est mon petit challenge perso. C'était de me dire, OK, je vais poser les 10 kilos de trop que j'ai pour que ça soit le poids de mon sac, parce qu'autrement, j'y arriverai définitivement pas. Et du coup, j'ai besoin d'avoir de l'endurance pour pouvoir le faire. Donc là, j'arrive à avoir ma propre motivation. Alors moi, je fonctionne avec le challenge. Ça, c'est moi. Mais quelqu'un d'autre, en effet, si sa santé pose assez de problèmes pour que ça puisse être la santé, c'est ça. Après, ça peut être très bien, si je me remets au sport, je vais pouvoir faire cette activité-là avec mes enfants. Je vais pouvoir aller faire ça avec tel ami. Après, dans les petits conseils que je peux donner quand on a un peu plus de mal à démarrer le sport, c'est une chose que j'ai fait quand je suis venue à la salle, c'est d'avoir rendez-vous. Alors que ce soit rendez-vous avec des copines ou autre, en fait, on culpabilise tellement de devoir annuler parce qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir rendez-vous, c'est une bonne astuce parce que le rendez-vous avec soi-même ne suffit pas toujours. On aura tendance à le reporter. Il y aura ça. Puis après, c'est de trouver un sport qu'on aime. J'ai envie de dire... quelle que soit l'activité physique, c'est de trouver un sport qui nous fait vibrer. Je pense qu'il n'y en a pas... Voilà, il y en a qui vont plus s'aider sur des choses, sur d'autres, mais c'est de trouver quelque chose où on a un plaisir, que ce soit en groupe ou seul. Et je vais compléter un truc aussi de planifier aussi, comme si c'était un autre rendez-vous. Parce que autrement, c'est la première chose qui va passer à la trappe. Et au fait, après, bon, je ne suis pas très objectif quand je parle de cette thématique-là, mais on fait passer à la trappe quelque chose qui, finalement, va nous faire beaucoup de bien dans notre vie. Et comme tu disais, nous on le résume un peu avec notre vision de vous préparer à profiter pleinement de la vie, à ce que vous voulez faire en dehors, que ce soit des challenges sportifs ou non, de tout ce qu'on doit faire déjà durant la journée, de pouvoir le faire comme il faut. Donc déjà, moi, je trouve que rien que ça devrait déjà être une motivation. De pouvoir, puis en fait, une fois qu'on a expérimenté d'être régulier, vraiment, par exemple sur du renforcement musculaire, 2 fois par semaine, 1-2 fois par semaine, voilà, je ne vais pas mettre trop de contraintes, mais de barrières, mais d'avoir expérimenté d'être régulier pendant un moment en faisant ça, les bienfaits que ça a dans son corps. Et après, on voit des fois qu'on fait une pause pendant, 2 semaines, par exemple, on fait une pause, 3 semaines, puis après on se remet, et puis on voit les effets que ça fait sur soi, puis on se dit, pourquoi je ne fais pas ça plus souvent? Et voilà, c'est des petits compléments, mais de planifier et de prendre ça comme un rendez-vous, peu importe si c'est avec soi-même ou si c'est avec quelqu'un, on a attendu quelque part, mais de prendre ça comme un rendez-vous, comme si on allait chez le médecin et autres, je trouve que c'est déjà une démarche intéressante. Quand tu as compris le bienfait, je pense que tu retournes plus en arrière. C'est la période qui est un peu compliquée, c'est tant que tu n'as pas encore ressenti le bienfait à l'intérieur de soi, quand tu n'as pas tenu assez longtemps. Et je te rejoins sur les bienfaits du corps, et j'encouragerais aussi sur un autre bienfait qui est le bienfait sur la tête, de trouver un sport où en fait on arrive à ne pas penser. Parce que tout à l'heure tu parlais d'aller marcher, et c'est la première activité que je vais encourager aux personnes de faire. Mais souvent elles ont beaucoup de mal à aller marcher parce que c'est se retrouver avec soi dans le silence et dans le problème. Donc par exemple là, moi il y a une chose que je conseille souvent pour contourner ça. Soit le tien, soit le nôtre. Oui, on peut faire ça. On est tout à fait d'accord. Petite pub, on y va. Non, ça peut tout à fait être ça, mais ça peut aussi être... Bon, moi, je vais beaucoup encourager le silence, au final, malgré tout. Je vais
en fait, par exemple, de juste aller marcher, au lieu d'aller marcher sur un chemin normal en forêt, d'aller marcher à travers les troncs. Parce que le phénomène de devoir lever les pieds et faire attention où on marche, en fait, on ne peut plus penser à son quotidien. Et en fait, c'est d'utiliser ce sport aussi pour avoir des sas où on ne réfléchit pas. D'avoir des sas de... Le cerveau, il se met au repos. Il est concentré sur autre voilà. chose. Si on fait une activité physique et que pendant l'activité physique, on pense à sa journée de travail ou à son quotidien, les bienfaits vont être là pour le corps, mais pas pour la tête. Ouais, c'est moins idéal. Moins idéal. Ouais, marcher. Mais ouais, c'est vrai qu'en marchant... mais après, j'ai envie de dire, des fois, en marchant, on a les idées beaucoup plus claires après. Oui. Par exemple, si je vois moi, je vois personnellement déjà dans ma journée, si je fais une journée, je fais beaucoup plus de bureau et je suis pas assez actif, comme si, par exemple, j'ai donné des séances le matin, puis l'après-midi, je fais du bureau, ou j'ai été plus actif durant ma journée. Je vois que c'est la fin de journée, c'est là où je suis le moins bien, en fait. Aussi, dans la tête, même si je suis pas down, on va dire, mais dans le sens, dès que tu vas marcher un peu, il y a des fois de couper un peu sa journée en faisant quelques minutes de marche, tout simplement. Ça aide après. Après, moi, je dirais d'aller au-delà de la marche aussi peut amener beaucoup plus de bienfaits encore que uniquement la marche. Mais c'est une première étape, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose et puis il faut commencer... En fait, alors si on reparle des personnes en burn-out, il faut commencer par quelque chose où elles ne vont pas échouer. C'est important à un moment donné de recommencer. C'est une différence quand on fait du sport en se disant oui, je veux relever un challenge et puis voilà, où on peut se planter, ou quand on va le faire juste pour récupérer en fait de la force. Donc là, il faut faire quelque chose où on ressort peut-être pas non plus toujours complètement de sa zone de confort. Mais la marche, c'est le premier pas en fait. Après, tout va dépendre de la difficulté de quelqu'un. Si quelqu'un, de sortir de chez soi, c'est déjà compliqué parce que c'est se retrouver avec soi, on va déjà aller faire ça en premier, puis après, on va plus loin. Mais ce que je peux remarquer, c'est qu'à la fin des accompagnements, tous gardent le sport dans leur quotidien. Et c'est vraiment tous. Il n'y a pas d'exception là-dessus. C'est top. Voilà. Mais, parce qu'ils ont tous, mais dès les premières semaines, compris le bienfait que ça apporte sur leur bien-être. C'est super. Et puis, quels sont les principaux obstacles que tu vois? On a déjà peut-être touché un mot sur certains, mais de se mettre en mouvement. De se mettre en mouvement, alors, ça va tout dépendre un petit peu sur les personnes qui manquent de confiance en soi ou les personnes en burn-out. Les personnes qui manquent de confiance en soi ou les personnes qui sont en pré-burn-out, donc qui n'ont pas encore eu vraiment le clash, à ce moment-là, ça va être souvent l'excuse « j'ai pas le temps ». Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, c'est un obstacle, j'ai pas le temps. Ça, on l'entend même sur les personnes qui sont pas... on l'entend sur tout le monde, bien sûr, mais en fait, c'est ce côté-là, j'ai pas le temps, je vais pas trouver le temps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un obstacle, cette excuse du temps. Voilà. Le temps, on le prend, mais pour pouvoir le prendre, il faut savoir vraiment pourquoi on veut le faire. Et là, pour moi, il faut explorer la question de la motivation. Et puis, si ça vient une priorité pour soi, de mettre sa santé en avant et qui va passer par du mouvement ou du sport, là ça devient tout de suite on a le temps tout d'un coup. Oui, on a le temps, mais il faut prendre le temps, mais comme on dit, moi je dis toujours il faut ça marche pas terrible. Voilà, où je choisis de prendre le temps pour faire du sport. Oui, mais c'est vrai que tu reviens au sens, si tu y trouves du sens de te mettre en mouvement et de mettre un temps dans ta semaine pour consacrer à l'activité physique de manière générale. Et ça exactement, ouais, aller toucher vraiment, pour moi c'est vraiment toucher la recherche de la motivation profonde d'aller faire ça. Qu'est-ce que ça va amener comme bienfait à ma vie, qu'est-ce que ça va changer pour moi de mettre ça. Donc ça, c'est un des obstacles sur les personnes qui manqueraient de confiance en elles ou qui sont pré-burnout. Pour les personnes qui sont en burn-out, donc qui ont eu le clash, qui sont à la fin, que j'accompagne, j'ai assez peu d'obstacles. Très rapidement, elles vont se mettre au mouvement. Le plus gros obstacle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la peur de se retrouver avec soi dans le silence et trouver la motivation de sortir. Donc là, pour les contourner, alors, on peut avoir des passages temporaires où on prend un rendez-vous avec une amie ou des choses comme ça, à la condition, j'ai envie de dire, j'encouragerais toujours à la condition de ne pas parler de ce qui ne va pas. De parler de choses qui génèrent, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. Après,
c'est là où j'ai donné déjà l'astuce tout à l'heure, par exemple sur des balades, d'aller marcher au travers d'obstacles ou des choses comme ça, ou par exemple on parle d'une piste vita, aller s'inscrire à un club de sport où on voit des gens avec soi, faire partie d'un groupe, enfin ce qu'on veut, mais le plus possible en ayant ces rendez-vous avec soi-même et de ne pas pouvoir contourner. Et par contre, je vais souvent encourager à le faire quand on est en arrêt maladie quotidiennement. Ouais, parce qu'en soi, on a plus le temps pour le faire. En fait, j'ai une phrase que mes clients n'aiment pas, mais ceux qui font un peu beaucoup de résistance, de temps en temps, ils utilisent « Rappelez-vous que votre assurance vous paye pour aller mieux ». Ils ne vous payent pas pour faire tous les travaux de la maison du moment pendant des mois. J'ai envie de dire, c'est dit avec beaucoup de bienveillance quand je le dis, hein, c'est pas la question. Mais c'est juste, voilà, le temps, il est compté. L'excuse de « j'ai pas le temps » quand je suis en arrêt maladie, alors qu'avant, il y avait le temps, non. Voilà. Puis souvent, quand ça va mal, c'est à ce moment-là que peut-être que c'est important de mettre encore plus l'accent sur les choses qui vont participer à qu'on aille mieux, quoi. Oui, mais pour le retour au travail, déjà, rien que pour soi. Après, à la décharge, c'est des périodes où il y a tellement de ruminations, il y a tout le monde, il y a un monde entier qui s'écroule. Donc, je veux dire, il faut aussi reconstituer tranquillement il faut reconstituer cette vision de soi parce que souvent, elle est fortement endommagée. Puis si on passe un tout petit peu sur la charge mentale, c'est un sujet d'actualité. Déjà, comment tu définirais un petit peu, sans que ce soit une définition du dictionnaire, la charge mentale? Puis après, comment conseiller ces personnes à jongler en toutes ces responsabilités qu'on a dans notre quotidien et pour pas se laisser submerger par tout ça? Tu viens de me poser 2 questions en une. Ouais, même beaucoup. C'est bon, beaucoup de questions. Je vais définition de la charge mentale. Ouais, c'est bon. Je reprends. Définition de la charge mentale. Mais en 2 mots, quoi. Ah, si je te dis la to-do list qui n'est pas écrite sur ta feuille de papier. Donc, en gros, en résumé, j'aurais envie de dire, c'est tout ce à quoi on pense quand on est en train de faire autre chose que auquel on pense, en quelque sorte. Si concrètement, si on est au travail et que dans notre journée de travail, on est en train de se dire oui, alors pour le souper, je vais faire ça et je vais devoir aller acheter ci et ça s'appelle déjà de la charge mentale. En fait, c'est tout ce à quoi on va penser dans un moment où on ne fait pas ça. Et vice-versa, quand on est à la maison et qu'on pense à son travail. C'est de la charge mentale. Alors bon, 2-3 éléments, ça ne pose pas de problème. Mais quand ça devient récurrent, vraiment là-dessus, c'est là où en fait ça épuise le cerveau. Donc déjà, dans les petites choses à faire, c'est que souvent on fait des to-do list professionnelles, mais on ne fait pas la to-do list personnelle de tout ce qu'on devrait faire. Souvent, on ne planifie pas notre vie privée. Ou on planifie les sorties, mais on ne va pas planifier dans son agenda que là, on est censé faire à manger de 18 à 19 ou qu'on est censé gérer ça. Et ça paraît naturel. Mais en fait, on remplit notre journée à 8 heures, puis après, on rajoute les obligations. Puis nos journées, elles commencent à faire 10, 12, 13, 15, 20 heures, et puis on ne dort plus assez. Donc il y a cette partie-là sur la charge mentale, si je dois la définir un petit peu de manière courte. C'est bon, je suis en train de travailler sur justement à planifier aussi ces moments off, quoi, où on ne pense pas au boulot. Enfin, pour moi, c'est qui pense beaucoup au boulot. C'est intéressant justement de prendre par exemple un temps le dimanche et puis justement on parlait de planifier ses séances d'activité physique, aussi de planifier ses temps pour soi, pour la famille, pour toutes les responsabilités. Ouais, j'aimerais bien que les gens comprennent que planifier des moments même pour décharger cette charge mentale, c'est vital. Et on va peut-être y revenir, mais en fait, dans la charge mentale, il y a toutes les ruminations. Il y a toutes les pensées, il y a tout ce à quoi on pense tout le temps. Et notre cerveau, il a 60 000 informations par jour, il n'en exprime que 5 000. Donc, il y en a 55 000 qui s'entassent sur le corps. Voilà. Et qui passent comme ça au coup de vent. C'est pas grand-chose sur le nombre de minutes par jour. C'est très, très peu. Voilà. Et en fait, les ruminations, tant qu'elles ne sont pas exprimées, on va dire, ou sorties extérieurement, en fait, elles travaillent en continu.
Donc, on peut parler d'un conflit avec le chef. Il s'est passé à 8 heures du matin, mais à 9, on va y penser. À 10, il va y penser. À 11 aussi. Le soir, on va le raconter à son conjoint. Puis, on recommence, ainsi de suite. Et en fait, c'est tout le temps là. Et c'est comme s'il y a de la bande passante qui est prise. Donc, déjà, rien que par jour, quelque chose qui va fortement améliorer le sommeil et la charge mentale, c'est de chronométrer, de mettre un chrono de 10 minutes, par exemple, puis d'écrire pendant 10 minutes tout ce qui passe dans la tête. Et de faire par exemple cette to-do, mais surtout aussi d'écrire vraiment tout ce qui passe dans la tête, parce qu'une fois que ça sera écrit sur papier, ça va libérer en fait le cerveau de ça. Donc tu conseilles aussi de noter justement si on rumine sur quelque chose où il y a eu une annonce durant la journée qui nous trotte dans la tête, de la noter, puis après se dire ok maintenant c'est noté. Je suis pire que toi. Je conseille de faire ça tous les jours, sans exception. Ça je le fais pas, tu vois, les to-do ça je fais. Mais... c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire tous les jours, d'avoir un moment de 10 minutes, mais j'insiste sur on met un chronomètre, sinon ça dure 3 heures. L'idée, il faut savoir que notre niveau d'énergie, il va chuter à chaque fois qu'on rumine et qu'on pense à quelque chose. Donc, on va faire une session de sport, on remonte en énergie, on rumine pendant 3 heures, on redescend en énergie, on va voir quelqu'un qui nous apporte rien, qui nous contrarie, on redescend en énergie, puis après on va faire une session de sport, on remonte en énergie, puis on fait ainsi de suite. Mais au final, si on veut pas finir épuisé, il faut avoir plus de choses qui nous font du bien et qui font du sens pour nous, que de choses qui nous prennent de l'énergie. Et de pouvoir avoir ce moment avec soi-même, ça améliore considérablement le sommeil. C'est quelque chose que je vais faire avec chaque personne qui a des insomnies. Et on peut, par exemple, réguler... Je travaille avec une psychologue du sommeil, en fait, en Belgique. Et elle travaille que sur les ruminations pour rectifier les années d'insomnie, par exemple. C'est que là-dessus. Donc, vraiment, de mettre ces sessions 10 minutes par jour, par exemple, pour faire ça. Alors, toi, c'est des temps de repos. Et c'est aussi un temps qu'on ne va pas occuper à faire autre chose. Parce que qu'est-ce qu'on est capable d'allumer la télé, de mettre un bruit de fond, d'écouter de la musique pour pas écouter ce qui se passe dans sa tête. Mais ils ont besoin de s'exprimer. Tout ce qui se passe dans la tête a besoin de sortir. Ça, j'ai jamais pensé à noter. Alors, de se décharger. En gros, moi, je suis dépendant de tout ce que je note sur c'est sur l'ordinateur et tout. Mais après, ma femme me dit que j'oublie tout. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? non, mais parce que moi, vraiment, je note beaucoup de choses. Oui. Quoi. Et parce que justement, j'essaie de m'enlever tout ça parce que j'ai 10 000 choses à penser dans la tête. Mais après, du coup, j'oublie des fois des petits trucs, tu vois, qu'on m'a juste dit, c'était là la chose, puis j'oublie. Tu vois. Ouais. C'est grave ça ou... Je fais une petite consultation. En soi, est-ce que c'est grave? En soi, je veux dire, allez, on va lâcher le perfectionnisme. Tu n'es pas humain. Tu es humain. Je suis humain. Tu es humain. Après, la question, est-ce que ce que tu oublies, est-ce que ça fait du sens pour toi ou pas? Est-ce que c'est les choses qui t'embêtent, tu vois? Parce que si ta femme te demande d'aller chercher quelque chose et que tu sais que, je sais pas, elle te demande d'aller chercher les choux de Bruxelles et que tu les aimes pas, t'as pas vraiment de sens à descendre à la Migros chercher. Après, c'est de la charge mentale du coup pour vous, mais si moi j'oublie où c'est la chose. C'est clair. Après, ça fait partie du monde des êtres vivants. Parenthèse fermée. Du coup, on va parler un tout petit peu encore de confiance en soi. Ouais. Et comment on fait pour avoir confiance en soi, oser être soi? J'avais noté pour une vie plus épanouie et avec plus de sens. Il y a plein de choses. Les questions sont trop grandes. La confiance en soi, c'est... Si je dois imaginer quelque chose sur la confiance en soi, souvent, on se voit tout petit. Les autres nous voient tout grand et tout fort. Puis en fait, la vérité, elle est entre les deux. Ça commence pour moi par déjà se voir tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Arrêter de regarder tout le temps tout ce qui ne va pas. Enfin, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour moi, dès qu'on arrive à toucher ce côté-là, de voir le positif de chaque expérience de vie, on touche déjà la joie, déjà beaucoup plus de joie. Terminer sa journée en se demandant qu'est-ce qui s'est bien passé, c'est plus aidant que terminer sa journée en se rappelant tout ce qui n'a pas été. Voilà. Donc là, on va déjà... Au niveau de la confiance en soi, c'est déjà d'essayer d'avoir une vision la plus réaliste possible de qui on est
et ouais, vraiment de qui on est et comment on est, et vraiment d'avoir cette capacité à voir ses forces. Après, pour progresser au-dessus, en fait, pour aller au-delà, il y a vraiment ce côté de se séparer et de tenir à distance ces auto-jugements, parce qu'on est horrible avec soi-même au final. Je crois qu'en tant qu'être humain, on passe notre vie à mettre un focus et des lunettes gros angles sur tout ce qui ne va pas et sur tout ce qu'on devrait mieux faire. Donc c'est un peu lâcher cet auto-jugement et lâcher en fait cette pression extérieure qu'on ressent de la part de la société, de la part des autres, du regard des autres. En fait, c'est important, qu'est-ce qu'on va dire si, qu'est-ce qui va se passer si, mon Dieu, je suis une mauvaise maman, si là, j'ai pas fait ça, si je les ai mis de 20 minutes devant l'écran. Enfin, tous ces auto-jugements qu'on a toute la journée sur nous-mêmes et cette pression des choses qu'on va faire pour la société ou pour répondre à un besoin de la société. Après, moi, je suis pertinemment avec le temps. Je suis persuadée qu'en fait la société est beaucoup plus bienveillante que ce qu'on veut bien croire. En fait, en étant un peu plus vulnérable, on autorise les autres aussi à être plus vulnérables. Vraiment, on les autorise à être imparfaits et c'est soulageant pour tout le monde. Après, il y a toute la partie se reconnecter à ce qu'on aime vraiment. Et puis, c'est là où j'ai envie de dire s'autoriser déjà à se reconnecter. Parce que souvent, les personnes, quand elles arrivent chez moi, elles ne savent même pas ce qu'elles aiment encore, ou enfin ce qu'elles aiment vraiment, ce qui leur fait du bien, ce qui ne leur fait pas du bien. Elles savent tout ce qui ne va pas. Mais en fait, elles n'ont plus conscience de ce qui les animait enfant, de ce qui les anime dans la vie, de ce qui leur donne de l'énergie. Donc, c'est déjà d'avoir conscience de ça. Puis après, c'est de s'autoriser soi-même à aller dans ce sens-là et de laisser percevoir ce qui doit se faire. Parce qu'en fait, après, une fois qu'on a ouvert cette porte-là, la suite, ça suit. Et puis après, c'est oser. C'est oser mettre des petites étapes en place pour y arriver. Parce que, de nouveau, il y a un tas de nuanciers entre passer de... je ne sais pas, quelqu'un qui aurait la vision de dire j'aimerais changer de profession, j'aimerais faire quelque chose. En fait, il y a toutes les questions de doute. Combien est-ce que je vais gagner assez? Est-ce que ça va suffire? Qu'est-ce que va penser ma famille? Mais ça aura un impact sur le bien-être de tout le monde. Enfin, toutes ces milliers de questions. Au final, changer de profession, moi, je l'ai fait 2 fois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas d'une heure à l'autre. Ça se fait par petites étapes. Et puis, en fait, c'est déjà juste d'avancer là-dessus. Voilà. Comment faire pour... tu disais, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser un peu sur le négatif et c'est vrai que c'est dommage parce que des fois dans une journée il y a une chose qui a été un tout petit peu négative mais il y a eu 10 000 autres choses qui ont été très positives, mais c'est vraiment la chose négative qui va nous rester dans la tête. Comment on peut essayer de se débarrasser de cette vision-là? Parce que même si on a conscience de ça, c'est dur de ne pas se laisser un peu prendre par cette chose négative. Ouais. Alors, si on dit à la chose négative de se taire, tu ne dois pas exister, en gros, elle va s'amplifier. Parce qu'en fait, elle veut être vue, elle veut être reconnue que ça a été compliqué. Donc, comme toute émotion, pour moi, une émotion, c'est un indicateur. Donc, on est juste sur l'indication qu'il y a quelque chose qui se passe en soi, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Si je prends un exemple super concret en parallèle, si on va penser à d'avoir froid, la première chose qu'on va avoir, c'est de la chair de poule. Si on ne met pas un pull, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va grelotter. Si on ne grelotte pas, on va avoir des engelures. Si on a des engelures, on va perdre un bout de doigt. Ok, bon, ça c'est quand on n'a pas écouté le truc. L'émotion, c'est la même chose. On a je sais pas, on a quelque chose qui nous déçoit dans la journée où on est triste. Si on est triste et qu'on a une partie de nous qui dit c'est pas grave, en fait cette tristesse elle va augmenter, elle va augmenter, elle va augmenter. On va peut-être rien dire, on va peut-être pas parler à la personne parce qu'on va pas s'autoriser à lui expliquer qu'est-ce qui dans sa phrase a blessé ou autre. Puis en fait il y a une chose supplémentaire qui va arriver, une petite phrase, un petit truc, et puis un jour ça va éclater, puis on va hurler sur la personne et puis on ne saura pas pourquoi. En fait c'est juste cette accumulation de sentiments. Donc pour moi, ça nécessite juste peut-être de temps en temps simplement déjà de reconnaître avec soi que ce qui s'est passé, ça nous a touché, ça nous a fait mal, c'est compliqué, mais en fait c'est ok.
C'est déjà juste de dire à la partie de soi. Moi, de temps en temps, j'ai le conseil de dire, mais on met juste la main, en fait, à la partie où ça fait mal ou sur son cœur, puis de se dire, OK, là, t'es triste et c'est OK que tu sois triste. Il n'y a pas besoin de te juger là-dessus. C'est OK, t'as été touché, t'as été blessé. On verra peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures ce qu'on en fait. Pour que ça prenne pas le dessus. Mais déjà, rien que de mettre la main à cet endroit-là, puis de l'accueillir, déjà, en général, ça calme considérablement. Après, il peut y avoir d'autres astuces, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la même question dans 6 mois, quelle importance sera encore. De temps en temps, ça permet vraiment de relativiser. On a parlé de la respiration dans les choses concrètes, la cohésion cardiaque aussi sur ce qui se passe, en fait, juste pour calmer en fait, ce qui se passe. Et puis après, il y a toujours cette question de cadrage des ruminations, par exemple, de dire, OK, pendant 10 minutes, j'écris ce qui me passe dans la tête par rapport à ça, parce qu'au moins, ça va déjà évacuer, mais ça sera reconnu. Et puis, ce que je peux vraiment, pour que le positif prenne le dessus, ce que je peux vraiment conseiller, c'est de terminer sa journée ou en pleine journée, de regarder, de faire la liste de tout ce qui a bien été. Parce que quand la liste de tout ce qui va bien est longue... voilà, de tout ce en quoi on est fier de nous. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes choses, mais au final, d'avoir passé 10 minutes de qualité avec quelqu'un, d'avoir stoppé une tâche pour passer du temps avec son conjoint parce que c'était un plus important pour nous, en fait, c'est des choses à récompenser et de s'enlever cette pression de si la cuisine n'est pas parfaite à l'instant T, qu'est-ce qui est le plus important ? La cuisine. Dans 6 mois. Non, mais voilà. Est-ce que ça sera toujours le cas dans 6 mois ? On est bien d'accord. Puis, qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? Est-ce que c'est de passer un moment de qualité, par exemple, en couple ou avec ses enfants ou avec soi-même, ou d'avoir pris un moment pour soi et de s'être reposé, ou que la cuisine soit parfaitement faite ? Parce que c'est toutes ces petites obligations qui fait qu'on s'épuise. Ce qui rejoint Thalys, moi je suis aussi accompagné par un coach et puis il me disait par exemple s'il y a un événement un peu plus négatif de par exemple lister les 10 bénéfices, parce que même dans toute situation négative on peut retrouver du bénéfice, puis de penser à ok, quels seront les bénéfices à cet événement négatif. Puis en fait c'est vrai que quand on fait l'exercice on creuse un peu, et puis des fois il me disait qu'il allait même jusqu'à 50 des fois dans certaines situations. Puis c'est vrai que en creusant un petit peu on voit que même une situation négative, il y a beaucoup de positifs dedans. Ouais. C'est pas toujours évident sur le moment. C'est pas évident sur le moment, mais il faut oublier qu'on a toujours progressé grâce aux erreurs. Et en fait, on progresse qu'à travers l'erreur. C'est le jour où on a oublié de prendre son pyjama en vacances qu'après, sur toutes les vacances, on a pris son pyjama parce qu'on était sans pyjama une fois, par exemple, ou autre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand on part avec des amis ou autre, c'est pas terrible en général. Après, ça dépend où on part en vacances. Mais j'ai envie de dire, on apprend toujours. Et top, cet exemple-là, il va être top. On va sortir cet extrait-là. Tu ressors cet extrait-là. Je te le laisse. On va toujours, en fait, l'erreur va permettre de progresser. Et c'est un gros défaut de la société aujourd'hui de montrer en fait ces erreurs de manière si voyante, parce que déjà ça commence à l'école. On note les erreurs, mais on note pas les choses qui ont été bien faites, très souvent. Ça me désole, parce qu'en plus c'est prouvé maintenant scientifiquement que ça marche pas, et puis que ça empêche les enfants de progresser. Mais c'est vraiment de regarder en fait tout ce qu'on a appris. Et de temps en temps, c'est aussi, quand on traverse un moment compliqué, c'est de se rappeler que, en fait, on s'en est sorti de tous les autres moments compliqués, on en a déjà eu dans la vie. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris de ces moments-là ? Ça, c'est un gros retour, en fait, que j'ai beaucoup après les accompagnements de burn-out, les gens qui en fait, ont changé leur vision de la vie et qui voient la vie, en fait, qui voient plus ce qui ne va pas, mais qui voient ce qui va. Mais ça, c'est une grande force dans la vie. Une fois qu'on voit quand on voit la difficulté comme une opportunité de progresser et comme une opportunité d'apprentissage, la vie est beaucoup plus facile. Intéressant. On arrive gentiment au bout de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui aimeraient profiter de tes services, ou où est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux ? Dis-nous un peu. Alors, vous pouvez me retrouver déjà au cabinet à Villa Saint-Pierre. Donc ça va être la première chose, donc juste à côté de Romont. J'exerce tant en distanciel pour les personnes qui n'habitent pas tout près qu'en accompagnement. Tous les accompagnements que je fais en individuel, ils sont toujours basés sur le passage à l'action.
Donc, ça va être la grosse différence, en quelque sorte, que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à une psychothérapie ou autre chose, c'est qu'en fait, on sort de chaque séance en se mettant en mouvement. Donc, on va mettre une action, la personne va définir une action qu'elle va mettre en place pour la fois d'après pour aller mieux, pour qu'elle se voit avancer, qu'elle se voit progresser. Donc ça, c'est sur ce qui est en présentiel. À côté de ça, on peut me retrouver dans le cadre de retraites bien-être que j'organise en fait en contact avec la nature, où là, on va aussi se remettre en mouvement, en se reconnectant à son corps, à ses 5 sens, parce qu'en fait, notre corps, il nous donne toutes les infos. Si on sait écouter notre corps, en fait, on peut poser notre mental va juste nous servir à passer à l'action. Donc, voilà. Au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn, passablement sous Hélène Binaghi, Instagram sous Hélène Binaghi, Facebook, et sur mon site internet www.unetrekiné.ch. On mettra aussi tous les liens en description. Est-ce que tu as Et j'ai oublié le podcast. Ah ouais, le podcast. Bon, on en avait parlé déjà un peu avant, mais effectivement, tu as aussi un podcast. Il a un nom, ton podcast? Oui, il a un peu de nom. Oh, pardon. Bien sûr. Non, comment ça, tu ne sais pas? Comment ça tu ne me suis pas? Du coup, pas assez. Mon podcast, il s'appelle « Et si le bonheur, c'était toi ?» Ok. Allez écouter aussi son podcast et puis donner de la force à ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à transmettre à nos auditeurs, auditrices du jour? N'attendez pas demain pour aller bien. En fait, vraiment, le bonheur, il va se chercher, la joie, elle va se chercher dans chaque moment de la vie. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait une grosse épreuve qui arrive dans la vie pour comprendre qu'en fait la vie elle a une valeur, puis que chaque moment en fait où on profite pas de la vie, en fait c'est presque un instant perdu, j'ai envie de dire. Et lâchez-vous la grappe en quelque sorte sur les choses qui ont assez peu de sens et qui n'auront pas de sens dans quelque temps. C'est vraiment ce côté-là de savoir aussi se lâcher la grappe, je dis de temps en temps. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup pour cet échange, Hélène. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, et n'hésitez pas aussi à donner de la force au Hopcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager notre contenu. Ça nous encourage et nous motive à toujours vous offrir plus. Donc moi je vous dis à bientôt et à la prochaine pour toi aussi, Hélène. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.